Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 160e briefing. Alors c'est un bon nombre et ce n'est pas, contrairement à ce que suggère le directeur du bien, en honneur du Tupolev 160 bombardier stratégique, mais c'est tout simplement le 160e numéro. Donc merci de votre fidélité, merci de nous regarder non seulement en direct, mais aussi sur notre chaîne YouTube, que je vous invite vivement à partager à vos amis. Ça vous permet d'avoir plus de vues et d'être mieux référencé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu. Voilà, je fais mon YouTuber, là, je suis assez content. Aujourd'hui, une actualité assez dense et qui, donc, comme souvent, c'est Arnaud qui va commencer avec du politique et de l'économique. Merci, Président. Bonjour à tous. Des nouvelles économiques significatives, en effet, avec le Fonds monétaire international qui a revu hier une nouvelle fois à la hausse sa prévision de croissance pour la Russie. Elle s'établit désormais à 1,5% contre 0,7% précédemment. C'est plus optimiste que le ministère russe de l'économie qui, pour l'instant, table sur 1,2. Alors certes, la prévision date un peu puisqu'elle date du mois d'avril. En revanche, ça correspond à peu près aux prévisions de la Banque centrale de Russie, qui attend une croissance située entre 1,5 et 2%. Et hier, Vladimir Poutine, lui, était franchement optimiste, puisqu'il disait attendre 2% de croissance en 2023. En tout cas, il n'y aura pas de récession en Russie cette année, c'est sûr, et la croissance sera vraisemblablement supérieure à 1,5%. Autre chiffre, celui du déficit budgétaire. Anton Siluanov, ministre des Finances, s'est exprimé sur le sujet dans un entretien accordé à Argumente y Fakte. Et ses propos ont plutôt surpris. Pourquoi? Parce qu'il dit s'attendre à un déficit situé entre 2 et 2,5%, soit pratiquement ce qui était prévu dans le budget 2023, 2%. C'est intéressant parce que Siwanov n'a pas franchement la réputation d'être un optimiste béat, ni de parler pour ne rien dire. Comment expliquer cette trajectoire alors même que sur les 5 premiers mois de l'année, le déficit est supérieur à ce qui avait été anticipé? Eh bien, les recettes non pétrogazières sont en hausse assez significative de 17%, une tendance qui devrait s'accentuer, en tout cas selon le ministre des Finances. La Banque centrale de Russie, qui s'est réunie vendredi dernier et qui a décidé de relever son taux directeur de 100 points de base, de 7,5 à 8,5%. L'explication fournie est celle de l'inflation, des risques inflationnistes. Cette décision a suscité un certain nombre de critiques, assez prévisibles là encore, les tenants d'une autre politique économique, d'une politique de relance, d'une politique moins stricte, se sont élevés contre les conséquences de cette décision en termes d'activité. En revanche, Vladimir Poutine, hier, a lui aussi repris, j'allais dire, les éléments de langage de la Banque de Russie, en tout cas, a souligné pour sa part les risques inflationnistes, ce qui en réalité vaut approbation de la décision de la Banque centrale de Russie. On note que les premiers effets se font sentir sur le rouble. Le rouble s'est raffermi, ce qui s'explique en partie, en tout cas, par ce relèvement des taux, en partie aussi par l'augmentation des prix du pétrole ces derniers jours. Euh, Parmi les autres nouvelles économiques, une nouvelle vague de sanctions occidentales, à la fois américaines, européennes, canadiennes, australiennes, britanniques. Ces sanctions ont été annoncées jeudi dernier. Elles sont très nombreuses, importantes. Ce qu'il faut en retenir de mon point de vue, c'est que le Canada a décidé de sanctionner les opérateurs de téléphonie mobile, les 4 principaux opérateurs russes. Les Américains, de leur côté, ont inclus M. Koudrin, ancien ministre des Finances, ancien chef de la Cour des comptes, aujourd'hui conseiller de Yandex, dans leur liste de sanctions. Évidemment, c'est très symbolique, puisque Koudrin, à tort ou à raison, pendant des années, faisait figure
de leader informel des libéraux en Russie, eh bien aujourd'hui, il est sanctionné par les États-Unis. Les États-Unis qui, par ailleurs, ont sanctionné plusieurs filiales de Rosatom, ainsi que des entités russes actives dans les services géologiques et pétroliers. Enfin, une nouvelle qui attristera probablement le directeur Shinsky et qui l'incitera peut-être à rester en Chine ou à envisager des importations de vin chinoises. La Russie a relevé les tarifs douaniers pour les importations de vin en provenance des pays dits inamicaux de 12,5% à 20%. Les nouvelles politiques maintenant, avec le 21 juillet, c'est-à-dire en fin de semaine dernière, un événement retentissant, l'arrestation d'Igor Girkin, alias Strelkov, dont vous avez sans doute entendu parler. Quelques mots, qui est ce monsieur? Eh bien, il était en 2014 l'un des initiateurs de ce qu'on a appelé le printemps russe dans le Donbass. C'était lui qui était à l'initiative de la prise de Slaviansk au printemps 2014. Il avait été nommé par la suite ministre de la Défense, entre guillemets, de la République de Donetsk. Lui aussi faisait figure de leader informel avec d'autres, de ceux qu'on appelle les patriotes en colère. Ces derniers temps, il avait critiqué très vivement le ministère de la Défense, mais surtout Vladimir Poutine. Vladimir Poutine de façon extrêmement virulente. Il l'avait même qualifié de minable. Alors cette arrestation, elle fait couler beaucoup d'encre. Même si elle ne suscite pas finalement beaucoup de réactions au-delà des cercles ultranationalistes, elle s'inscrit dans le contexte post-Wagner, ou en tout cas consécutif aux événements des 23 et 24 juin, dans un contexte de reprise en main par le pouvoir de cette mouvance longtemps considérée comme loyale, car soutenant le conflit en Ukraine, mais dont le pouvoir a découvert le potentiel déstabilisateur. Donc, Girkin est incarcéré et il a sans doute vocation à rester assez longtemps derrière les barreaux. Toujours dans la même veine et toujours dans cette mouvance militariste, on va dire, il y a la condamnation de l'ancien colonel Jwachkov. Bon, c'est un vieux monsieur hein, qui a 77 ans aujourd'hui. Il s'était fait connaître en 2005 en organisant un attentat contre Nathalie Tchoubais, ex-ministre de Boris Yeltsin, figure symbolique des privatisations des années 90. Lui aussi est inquiété par la justice. Et tout ça, évidemment, est lié au contexte post-Wagner que j'évoquais précédemment. Il y a d'autres cibles hein, ces derniers jours des autorités russes. De l'autre côté, de façon assez classique et attendue, la chaîne de télévision Docht a été déclarée hier indésirable en Russie par le parquet général. Docht, c'est une chaîne qui a eu ses heures de gloire, y compris d'ailleurs avec le pouvoir russe. Je rappelle que Dmitri Medvedev, lorsqu'il était président, se rendait assez régulièrement sur le plateau de cette chaîne de télévision. J'en viens maintenant à la gauche, avec une autre arrestation, celle d'un sociologue, d'un intellectuel bien connu, M. Kargalitsky, qui est incarcéré, accusé d'apologie du terrorisme. C'est une figure, c'est un intellectuel qui avait été emprisonné pour dissidence à l'époque soviétique et qui incarne oui, une forme voilà, de pensée de gauche en Russie. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas très clair. En tout cas, il est inquiété au titre d'un article du Code pénal particulièrement lourd, l'apologie du terrorisme. Il s'est exprimé à de nombreuses reprises contre le conflit en Ukraine. Il avait interviewé récemment M. Girkin, peut-être que c'est une partie de l'explication. En tout cas, le sort de ce sociologue émeut beaucoup de gens à Moscou, y compris chez ceux qu'on qualifie de loyalistes à l'égard du pouvoir. Mais le grand sujet de ces derniers jours et surtout de ces dernières heures, c'est un sujet législatif. C'est un sujet lié aux questions militaires. Hier, la Douma d'État a fait preuve d'une très grande activité
dans ce domaine, elle a adopté en deuxième et troisième lecture des amendements à la loi sur les obligations militaires et le service militaire. De quoi parle-t-on? On parle d'un texte et de projet d'amendement qui avait été soumis par le ministère de la Défense, en tout cas soutenu explicitement par M. Shoigu. Il s'agissait de relever j'allais dire l'âge d'appel sous les drapeaux. Aujourd'hui, les Russes de 18 à 27 ans sont théoriquement éligibles au service militaire. Il s'agissait initialement de porter cet âge de 21 à 30 ans, autrement dit de le relever de 3 ans, de façon progressive. Et cette position avait été défendue ces dernières semaines, ces derniers mois par le ministère de la Défense, mais également en commission, à la Douma et au Conseil de la Fédération. Or, il y a eu hier un coup de théâtre, et même un coup de théâtre multiple. D'abord, on a maintenu à 18 ans la frontière, enfin, le seuil minimal, tout en portant à 30 ans l'âge maximum. Donc, on a élargi en réalité la fourchette. On a appris que la mise en œuvre de ce texte ne serait pas progressif, mais interviendrait au 1er janvier 2024. On a appris aussi qu'il y aurait des amendes pour les Russes qui ne se rendraient pas dans les commissariats militaires. Il y a une autre disposition qui me paraît importante, celle qui prévoit que les appelés peuvent, au bout d'un mois de service, signer des contrats avec le ministère de la Défense, des contrats de 6 mois ou d'1 an. Donc on voit qu'un texte qui a été profondément repris et ça suscite des interrogations chez les députés eux-mêmes. Une fois n'est pas coutume, il n'y a pas eu d'unanimité. Les communistes ont exprimé leur étonnement face à cette volte-face. Le Conseil de la Fédération, semble-t-il, n'était pas prévenu. Il doit siéger après-demain. Alors, quelles sont les explications? Le président de la Commission de la Défense, M. Kartapolov, qui est un ancien général, a d'abord expliqué qu'il y avait des raisons démographiques. Et à la fin de son propos, il a également évoqué une grande guerre, Balcha Vaina, pour laquelle était configuré ce texte de loi, ce qui a encore a suscité un certain émoi, des réactions, et fait penser, laisse à penser en tout cas que la Russie cherche à minima à se donner les moyens juridiques de ratisser plus large, c'est mon expression, dans le cadre vraisemblablement, et on en avait parlé ici, sans entrer dans les détails bien sûr, d'objectifs stratégiques qu'elle cherchera à mettre en œuvre l'année prochaine. En d'autres termes, la Russie, au-delà de la contre-offensive ukrainienne qui est en cours, a des objectifs qui restent inchangés, ou en tout cas qui restent assez ambitieux, et qui pourraient nécessiter l'incorporation, sous une forme légale ou autre, de centaines de milliers d'hommes. Et les décisions d'hier sont, je pense, un signal fort, un signal que la Russie n'entend pas rester là, et que les vraies échéances militaires et stratégiques en Russie auront lieu probablement en 2024 après la présidentielle. Merci beaucoup Arnaud, c'est effectivement une nouvelle forte et lourde d'inquiétude, je pense, notamment pour ceux qui sont concernés. Ça permet justement de lier deux questions. On a une question d'un de nos auditeurs les plus fidèles que nous saluons, Gérard, qui nous dit l'émigration des Russes en masse a fait bondir l'économie de ses voisins et rivaux, entre guillemets. Quel est votre point de vue, Arnaud? Et moi, je rajouterais, est-ce que cette loi ne risque pas d'exacerber cet exil, le renforcer encore, notamment avec cet élargissement de la tranche d'âge? Alors, oui, l'émigration des Russes depuis fin février 2022 a eu des conséquences économiques visibles dans certains pays. L'Arménie, plus 10% de croissance, la Géorgie, c'est à peu près du même ordre. En Serbie également, on voit que les dizaines de milliers de Russes ont porté l'activité à Belgrade. En tout cas, l'ont fortement soutenu. Alors, est-ce qu'ils sont rivaux? Pas forcément. Bon, mais en tout cas, oui, il y a un effet. La présence de ces Russes
se voit dans les statistiques macroéconomiques de plusieurs pays. Pour ce qui est des éventuelles conséquences des textes adoptés hier, c'est difficile à dire. Encore une fois, on parle de personnes éligibles au service militaire qui restent d'un an. On sait aussi qu'il y a des dispositions qui visent à empêcher les personnes concernées de sortir de Russie. C'est-à-dire qu'une personne qui aura reçu, ou plus exactement à laquelle aura été envoyée, y compris par voie électronique, une convocation au commissariat militaire, eh bien, sera empêchée théoriquement de quitter le territoire national. Donc, on peut penser que les autorités ont tiré quelques leçons de ce qui s'est passé ces derniers mois et cherchent à éviter justement un phénomène d'émigration de masse. Oui, enfin, ça supposerait qu'ils envoient les convocations tout de suite, sinon les gens, c'était des passages de cette loi, vont prendre leurs précautions, probablement. Et il y a d'autres questions concernant d'autres points que tu as vus un peu auparavant. Quelle est l'origine des recettes non gazières et pétrolières qui abondent le budget? Alors, je n'ai pas les chiffres en détail, mais il y a évidemment l'industrie manufacturière qui est une activité extrêmement soutenue, bon, la TVA, enfin, voilà, toute autre source de rentrée hors pétrole et gaz. Concernant les sanctions contre les opérateurs mobiles, quelles conséquences ça peut avoir concrètement? À ce stade, c'est limité. Si ça reste confiné au Canada, bon, ça empêche d'éventuels fournisseurs canadiens d'envoyer des équipements. Je ne sais pas s'ils le faisaient avant le 24 février et avant l'adoption de ces sanctions. La question, c'est de savoir si la Grande-Bretagne, l'Union européenne ou les États-Unis vont à leur tour s'engager dans ce type de sanctions. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Pour l'instant, pour autant qu'on le sache, les opérateurs parvenaient à s'équiper et à importer des équipements, pas forcément d'ailleurs en contournant d'éventuelles restrictions. C'est un enjeu important, évidemment, parce que si demain les opérateurs russes ne peuvent plus importer d'équipements, ça aura des conséquences sur la qualité des télécommunications. On n'en est pas là pour l'instant, mais c'est un premier signal. Enfin, dernière question, notre ami Girkin Strelkov, ça voudrait dire qu'il n'a pas de soutien dans le Donbass. Pourtant, il a été quelqu'un d'important là-bas. Il a une réputation très sulfureuse, y compris dans cette mouvance ultranationaliste qui est très divisée en réalité. C'est un panier de crabes assez indescriptible et violent. Girkin se voit reprocher par de nombreux activistes d'avoir abandonné Slaviansk, finalement d'avoir plus parlé qu'agi. Il s'est fait beaucoup d'ennemis au sein même de cette mouvance et donc, mis à part quelques blogueurs, il a été peu soutenu après son arrestation. C'est aussi une leçon pour les autres. Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'exemple là. Bien, merci infiniment Arnaud pour cette densité dans les commentaires et les nouvelles que tu nous as données aujourd'hui. Alors, je vais maintenant tourner vers Igor, bien entendu, qui lui va prendre des horizons plus larges encore, puisqu'on va parler de géopolitique et peut-être un peu traditionnellement de militaire et de fourniture des différentes choses. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Sur les rentrées exceptionnelles dont tu te demandais d'où elles provenaient, on peut peut-être dire aussi les céréales. Hein, elles y ont contribué à leur façon, mais d'après les chiffres officiels, l'année dernière, le volume des exportations russes de céréales s'est établi à 41 milliards de dollars et c'est plus 12% par rapport à l'année précédente. Donc ça fait partie des différentes formes de rentrées qui ont, à mon avis, contribué aux chiffres qu'Arnaud a cités. Alors, je vais commencer une fois n'est pas coutume par un nouveau paquet d'aide militaire. Et comme Gilles a suivi attentivement le nombre de paquets d'aide militaire, il va me dire que c'est le paquet numéro 43, exactement. Voilà. On est dans le 43e Bientôt, nous paquet. atteindrons le nombre de nos briefings. Oui, voilà, bien. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, beaucoup de chiffres. Hein. Alors, 43e paquet d'aide militaire, le volume 400 millions de dollars, donc on est sur une moyenne plutôt basse par rapport à ce qu'on a pu voir. Le précédent que je vous l'avais donné, c'était 1,2 milliard par exemple.
et avec le mécanisme de PDA, donc qui permet au président américain, de manière exceptionnelle, de puiser directement dans les stocks de l'armée américaine pour prélever ce matériel. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Principalement des munitions pour des systèmes de défense antiaérien Patriot et également pour des systèmes de missiles air-sol. Alors, les Patriots, je rappelle quand même que l'intercepteur à lui tout seul, il coûte entre 4 et 5 millions de dollars, le missile, et qu'on a déjà plusieurs batteries en place en Ukraine. Et deuxième, à mon avis, poste, je veux dire, qui pèse dans ce paquet d'aide, ce sont les 32 véhicules Stryker qui vont être livrés. Alors, on sait que l'Ukraine a déjà enregistré plusieurs pertes sur les lots de Stryker qui ont été livrés précédemment. On parle probablement de au moins une dizaine, si ce n'est pas plus, hein, peut-être 2 dizaines déjà de Strikers qui ont été détruits sur le champ de bataille, probablement un petit peu plus. Bon, là, il y en a 32 nouveaux qui vont arriver, et évidemment des munitions, les munitions d'artillerie. Alors, sauf que là aussi, comme ce qu'on a pu le constater maintenant depuis un certain nombre de paquets d'aide militaire, là, les documents officiels américains ne précisent pas le volume des obus qui sont livrés. On comprend que c'est maintenant une donnée qui est assez sensible, hein, c'est un des nerfs de la guerre. De même qu'on ne précise pas s'il s'agit d'obus à sous-munitions ou d'obus classiques. En tout cas, il y a des munitions d'artillerie qui sont livrées. Alors aux États-Unis, la presse américaine aujourd'hui s'alarme, enfin aujourd'hui ces derniers jours s'alarme du risque d'enlisement sur fond de contre-offensive ukrainienne qui patine. Le Wall Street Journal a notamment publié un article hier qui était assez illustratif, hein, de cet état d'esprit un petit peu inquiet, dira-t-on, parmi les officiels qui sont cités dans ce papier, hein, puisque ce risque d'enlisement reviendrait à tester, d'après le journal, hein, la stratégie du président Biden, hein, qui consistait donc à consolider en armant les Ukrainiens, donc à leur donner les moyens de réaliser une contre-offensive supposément victorieuse et donc d'arriver en position de force dans de futures négociations face à la Russie pour extraire, j'allais dire, un deal relativement fair-play, sauf que pour l'instant, ce scénario ne se réalise pas. Il ne se réalise pas et ça commence à se traduire par des signaux de nervosité ou de crispation dans l'appareil, j'allais dire, gouvernemental américain, notamment au Sénat, où jeudi dernier, 13 sénateurs républicains ont soutenu un amendement à la loi sur le budget de la défense américaine amendement qui viserait à limiter la disponibilité des fonds disponibles pour l'Ukraine. C'est un amendement qui n'est pas passé, mais c'est un signal dont il faut quand même tenir compte. On commence à avoir une forme de nervosité parmi les représentants américains et on n'est pas encore dans la campagne électorale qui va s'ouvrir d'ici quelques mois. Alors évidemment, si les choses en restent là sur le champ de bataille, eh bien, ces représentants américains vont devoir, j'allais dire, se justifier auprès de leurs électeurs, et notamment justifier le budget, les dépenses, etc. Ça fait partie du jeu. Et on voit déjà qu'il y a des signaux de tension. Troisième nouvelle, c'est la visite de Sergei Shoigu en Corée du Nord. M. Shoigu est arrivé hier soir à Pyongyang. Il va y rester jusqu'à demain. Il a eu des entretiens aujourd'hui avec son homologue nord-coréen ainsi que des responsables militaires nord-coréens. Alors, officiellement, il s'y rend pour le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée, hein, 1953-2023. Mais évidemment, les experts, les commentateurs, les observateurs imaginent, théorisent sur, j'allais dire, le fond de cette visite. Est-ce que on va parler de coopération militaro-technique? Visiblement, oui. Hein, il y a déjà des communiqués officiels qui expliquent que ça a été un des objets de la discussion. Est-ce qu'on va parler de munitions? Est-ce qu'on va parler de livraison, d'achat de matériel? Pour l'instant, on n'en sait évidemment pas grand-chose, mais c'est un sujet qui, à mon avis, est suivi de très près par beaucoup de monde, mais surtout par le voisin sud-coréen, qui, jusqu'à présent, bien que très, très sollicité par les Américains, notamment pour livrer ces fameuses munitions d'artillerie de 155 mm, dont l'armée sud-coréenne dispose de stocks assez intéressants, eh bien, a tenu à être relativement sur la retenue, à ne pas livrer, j'allais dire, de manière ostensible du matériel directement à l'Ukraine. D'ailleurs, avant le sommet de Vilnius, le Premier ministre coréen s'était rendu à Kiev, j'allais dire en opération déminage, entre guillemets,
pour arriver lui-même avec son paquet d'aide à l'Ukraine. C'était du matériel médical, c'était des choses dites non létales, mais quelque part couper l'herbe sous le pied avant Vilnius à toute tentative, une fois de plus, de voilà, ce que les alliés lui demandent de contribuer un peu plus au panier, notamment en termes de munitions, puisque ce sujet des munitions n'est pas nouveau, hein, je vous en parle depuis longtemps, et il est de plus en plus problématique pour les soutiens de l'Ukraine. Quatrième information, M. Patrouchev, qui était en Afrique du Sud pour une rencontre avec ses homologues des BRICS, hein, tout ceci dans le contexte de préparation du sommet des BRICS qui se tiendra à Durban. M. Patrouchev, donc secrétaire général du Conseil de sécurité de la Fédération. Que retenir de sa visite en Afrique du Sud et de ses déclarations? Bon, pas vraiment de surprise, hein, il s'en est traditionnellement pris à l'Occident, hein, qu'il a accusé de néocolonialisme, caractère néocolonialiste de l'Occident, notamment en Afrique. Il a accusé l'Occident également de jouer l'escalade en fournissant toujours plus d'armes à l'Ukraine, y compris les sous-munitions. On a eu la litanie de griefs contre les Occidentaux qui utiliseraient les sanctions comme outil pour faire pression sur des gouvernements étrangers, des pressions politiques, des pressions militaires, etc., pour parvenir à leurs fins. Il est évidemment revenu sur la formation d'un ordre multipolaire dans lequel l'Amérique latine, le Moyen-Orient, mais aussi l'Afrique auraient vocation à incarner des pôles de puissance et auraient vocation à façonner l'agenda international. Donc, finalement, des choses qu'on connaît bien dans le discours officiel. Hein. Il a souligné le fait que les BRICS étaient prêts à contribuer à parvenir à un règlement politique, enfin un règlement en tout cas du conflit en Ukraine. Voilà un peu pour les déclarations de M. Patrouchev, donc rien de très, de très, très nouveau. En tout cas, pour ce qu'on sait aujourd'hui de l'agenda des discussions probables à Durban, hein, lors du sommet des chefs d'État donc des BRICS, il devrait y avoir un sujet devise des BRICS, puisque c'est un sujet qui monte dans l'agenda multilatéral. Est-ce que comment les BRICS peuvent imaginer cette devise pour commercer en dehors du dollar et de l'euro, et donc se soustraire, un peu plus à des risques de sanctions secondaires. Et d'autre part, il y aura un sujet autour de l'admission possible de nouveaux membres dans ce club des BRICS, hein, puisqu'on sait qu'un certain nombre de pays sont sortis du bois, et aujourd'hui, il y a environ une vingtaine de pays, même peut-être une trentaine, qui souhaitent rejoindre les BRICS. Alors, continent africain, ça concerne l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie ou encore le Nigeria, donc qui souhaitent adhérer à cette organisation internationale. J'en viens donc assez logiquement au sommet Russie-Afrique, hein, qui s'ouvre demain, et qui va s'ouvrir donc demain et durer jusqu'à vendredi. On a appris un petit peu, la composition, enfin en tout cas qui des chefs d'État africains ou des représentants d'État viendraient à Saint-Pétersbourg. Selon M. Ouchakov, donc, il y aura 17 chefs d'État africains, 5 vice-présidents, 4 chefs de gouvernement, un chef de parlement et 17 États qui seront représentés au niveau des ministres, principalement ministres des Affaires étrangères, hein, ce qui n'est pas surprenant, et 5 pays qui seront représentés par leurs ambassadeurs. Donc on devrait avoir au final des délégations de 49 pays africains qui participeront, donc après à différents niveaux de représentation, hein, à ce sommet Russie-Afrique, sachant que seront aussi représentées les organisations internationales, enfin plutôt régionales africaines, hein, donc l'Union africaine, la CEDEAO, hein, qui auront également des représentants, ainsi que d'autres. Là, l'agenda des discussions, alors ce sommet qui a un programme qui est assez dense, hein, qui a été mis en ligne par Roscongress, vous pouvez le télécharger sur le site si ça vous intéresse, programme qui fait plus de 30 pages quand même, et qui montre un petit peu les différentes sessions de discussion qui vont se dérouler pendant ces 2 jours, en parallèle avec des sujets aussi divers que l'Afrique et l'énergie atomique, la question du cosmos, la souveraineté et la sécurité alimentaire. Les céréales russes représentent près de 20% des céréales importées sur le continent africain, ce qui n'est évidemment pas rien. Et tout un tas de sujets sur la coopération universitaire, etc., etc. Donc, quand même des discussions qui, sur le programme, paraissent quand même assez intéressantes. J'en viens donc aux céréales avec cette question des céréales et des voisins de l'Ukraine qui plaident en faveur de l'extension de l'embargo sur le grain ukrainien. Vous savez que j'en avais parlé au printemps, hein,
qu'il y avait eu des troubles en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, même en Slovaquie, avec les fermiers de ces pays-là qui se plaignaient auprès de leur gouvernement du fait que les céréales ukrainiennes, en fait, leur causer de la concurrence déloyale avec des prix qui étaient complètement cassés. Un mécontentement qui est quand même allé jusqu'à des manifestations, hein, des manifestations assez claires de ce mécontentement, tant et si bien que ces pays ont décidé, sont entendus plutôt, on va dire, avec Bruxelles, après des négociations, pour qu'un embargo soit donc décrété sur ces céréales ukrainiennes qui ne peuvent désormais que plus que transiter par ces pays, mais ne peuvent plus être vendues sur le marché de ces pays, ne peuvent pas y être stockées et ne peuvent pas y être, j'allais dire, marchandées, commercées. Elles ne peuvent juste que traverser ce territoire donc de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Avec un embargo qui dure jusqu'au 15 septembre, sauf que ces pays, dès aujourd'hui, demandent à ce qu'il soit prolongé jusqu'à la fin de l'année pour éviter une fois de plus des problèmes avec leurs propres agriculteurs. Et d'autre part, ils demandent à ce que... Alors, les céréales, ça porte sur blé, maïs, colza et graines de tournesol. Hein. C'est sur ces 4 céréales qui avaient des problèmes en particulier, sur ces 4 denrées, dira-t-on. Mais ils demandent aussi que l'assiette soit élargie à d'autres denrées alimentaires, potentiellement, hein, qui viennent d'Ukraine. Là aussi, avec ce souci que ça ne cause pas de concurrence sur leur marché intérieur, de concurrence dite déloyable. Alors, qu'est-ce qui reste comme route pour les céréales ukrainiennes outre ces territoires-là, passer par le territoire de ces pays? Alors, principalement, la Pologne, l'intérêt, c'est qu'ensuite on monte vers les terminaux des pays baltes pour être exporté par voie de mer vers d'autres clients. Le Danube aussi, qui est une voie qui permet d'évacuer des céréales, puisque désormais la voie de la mer Noire est fermée depuis que la Russie a suspendu sa participation à l'accord et il n'y a pratiquement en fait plus aucun bateau qui quitte les ports ukrainiens chargé de quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais terminer avec un chiffre. On a commencé avec un chiffre, on va terminer avec un autre. C'est le chiffre 99 000. 99 000, ce n'est pas le nombre des briefings, on n'espère pas. C'est le nombre de permis de séjour qui ont été délivrés par les autorités turques à des Russes en 2022, ce qui fait que près de 100 000 Russes ont reçu donc, une permis de séjour, de long séjour, fin de séjour en Turquie, ce qui représente 25% de l'ensemble des permis de séjour délivrés par la Turquie l'an dernier à des étrangers. Le deuxième contingent sont les Ukrainiens, avec donc 32 000 permis de séjour délivrés par la Turquie. Voilà, Gilles. C'est un chiffre impressionnant. Et donc, ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir encore une nouvelle vague avec ces questions comme ça? Alors, quelques questions notamment sur les États-Unis. Est-ce que le fait que le sénateur Kennedy ait pris position de façon assez virulente sur justement la fourniture d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'il a un poids véritable, outre son désir de se présenter aux élections? Est-ce que par ailleurs, les sénateurs, tous ceux, j'imagine, qui ont des usines d'armement sur la circonscription, seront plutôt favorables à ce que ça continue? C'est vrai que le poids du complexe militaro-industriel, il ne faut pas le sous-estimer dans les analyses et dans, je dirais, la big picture, comme on dit, outre-Atlantique. Kennedy lui-même, je ne sais pas. Évidemment qu'il y a un jeu de prépositionnement sur fond de campagne électorale qui arrive, hein, qui va se préciser. Mais c'est sûr que le sujet Ukraine est devenu un sujet de politique, un sujet presque, j'allais dire, politique intérieur, hein, dans la mesure où, vu les dépenses qui sont engagées, je rappelle que les États-Unis, c'est aujourd'hui ont consacré plus de 100 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Alors, d'aide tout confondu, militaire, économique, humanitaire, etc. C'est des chiffres considérables, hein, enfin énormissimes. Hein. Et j'avais déjà donné le chiffre précédemment, quand on rajoute tous les pays de l'OTAN accumulés, on est à plus de 150 milliards d'aides militaires, probablement 160 milliards aujourd'hui. La Station spatiale internationale, c'est 150 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a donné autant que le prix à payer pour faire une station spatiale internationale. Donc, c'est des chiffres qui sont juste très difficiles à imaginer. Vous avez des candidats qui ont déjà pris des positions assez tranchées. Hein. Vous prenez Trump ou DeSantis, hein, potentiel candidat pour les Républicains à la présidentielle, ils ont déjà expliqué que si jamais ils étaient élus, il n'y aurait plus d'automaticité en ce qui concerne l'aide militaire ou l'aide tout court d'ailleurs à l'Ukraine. Donc, c'est un sujet qui monte, qui polarise et qui est un marqueur politique quelque part. Et plus le temps avance, plus les dépenses seront engagées, plus la note va s'alourdir, plus évidemment ça va faire grincer des dents
Et certaines personnes réfléchissent déjà à créer notamment des commissions pour savoir ce qui est fait de cet argent. Où est-ce qu'il va, comment il est utilisé. Enfin, c'est un thème aussi qu'on a pu évoquer lors des séances précédentes, un petit peu sur le modèle ce qui avait été fait pour l'Afghanistan à l'époque. Alors, sauf que pour l'Afghanistan, évidemment, il y a des sommes aussi considérables qui étaient engagées, mais sur une durée beaucoup plus établie. La présence militaire américaine en Afghanistan, c'est 20 ans quand même. Sauf que là, en 18 mois, ils ont mis plus de 100 milliards. En Afghanistan, évidemment, ce n'était pas la même temporalité. Mais là, des commissions avaient été créées pour savoir où partait cet argent, comment il était utilisé. C'est toujours la logique de l'accountability, qui est très importante aux États-Unis. Rendre des comptes, des justifications. Là, on voit que là aussi, les choses se mettent un peu en ordre de bataille pour un peu plus resserrer les boulons. Merci beaucoup. Une question intéressante. Avec les nouvelles adhésions au BRICS, il va alors changer son nom sous la forme de LGBT+, on va avoir BRICS+, euh, pour intégrer les nouveaux adhérents. Ouais, s'il y a une vingtaine de pays, il va falloir réfléchir à un acronyme inclusif. Important, l'inclusivité. Alors, une question, je ne sais pas laquelle de vous deux va la prendre. Pourquoi lit-on régulièrement que Lavrov est un ambassadeur hors pair? Outre sa longévité, qu'a-t-il fait de spécial? Alors, je pense qu'il y a une tradition russe et soviétique, en tout cas, de longévité des ministres des Affaires étrangères. Je pense que ce soit Molotov, surtout Gromyko, qui ont duré chacun plusieurs décennies. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Est-ce que pourquoi Lavrov, et d'abord, je ne sais pas par qui, est un ambassadeur hors pair? Oui, hors pair, je ne sais pas qui le considère comme hors pair. Dans la presse occidentale, russe. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'il est en poste depuis près de 20 ans. Je rappelle qu'il a succédé à Igor Ivanov début 2004. Et le président Chenso a évoqué Gromyko. Certes, on pourrait revenir aussi à Gortchakov. Bon. Mais c'est plutôt l'exception en réalité. Les ministres des Affaires étrangères, aux années 90, il y a eu Kozyrev 92-96, Primakov jusqu'en 98, Igor Ivanov 4 ans. Donc non, cette longévité, elle est exceptionnelle en réalité. Et puis si on revient à l'époque soviétique, chez Varnadze, c'était pas très très long. Donc oui, il se distingue par sa longévité, donc c'est quelqu'un qui, quoi qu'on en pense, a une mémoire des dossiers exceptionnelle, a une expérience tout à fait exceptionnelle. Pour ce qui est de ce qu'il a fait de spécial, bon, il faut rappeler qu'en Russie, le ministre des Affaires étrangères, c'est un exécutant. Lavrov met en musique, si j'ose dire, ou en œuvre, des décisions prises ailleurs, prises au Kremlin pour l'essentiel. Et il y a d'autres canaux de politique étrangère, en tout cas d'action extérieure de la Russie. On sait, par exemple, on en a parlé longuement et régulièrement ici, que M. Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale, est un autre acteur de la politique extérieure et de sécurité de la Russie. Donc, Sergei Lavrov, c'est le visage de la diplomatie russe depuis près de 20 ans. Ça compte. Voilà, il laissera forcément une trace importante dans l'histoire de la politique étrangère russe, quoi qu'on en pense. Pour le reste, est-ce qu'il est hors pair ou pas? Tout dépend de ce qu'on lit et de ses sources. Oui, puis je pense pour rajouter un peu à ce que tu dis, il a un poids très relatif. Il semblerait qu'il n'ait pas été mis au courant des projets d'opérations spéciales, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un ministre des Affaires étrangères. Oui et non. Encore une fois, on sait que M. Lavrov est quelqu'un qui a la confiance de Vladimir Poutine pour représenter le pays à l'étranger, mais il ne fait pas partie du premier cercle au sens de ceux qui décident, qui prennent les grandes décisions stratégiques. Ceci dit, ce n'est pas forcément le cas en France non plus. Merci à tous les deux. On va finir avec une question qui va nous ramener des temps plus anciens. Bonjour, faut-il encore un test PCR pour entrer en Russie? Alors non. Il ne faut pas, ceci dit, à certains postes frontières ou à l'arrivée de certains avions, on peut vous demander de remplir un papier ou vous jurez mordicus que vous n'avez rien. Voilà. Donc, ça s'arrête là, mais il n'y a plus besoin de test PCR. Voilà, sur ces fortes paroles, merci à tous de votre fidélité. Je vous rappelle que vous nous retrouvez tous les mercredis, donc pour le mois d'août, ce sera le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30.
complémentaire. On ne sait pas, le 15. Voilà, merci encore une fois. Donc, comme toujours, la CCIS France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.